puisque, au final, ils parlent de la même chose en la regardant sous des angles différents. La psychanalyse parle de pervers narcissique et de prédateur pour désigner le porteur de la pathologie, de proie pour désigner sa victime. Elle se penche sur les mécanismes internes du pervers et sur ses ressorts inconscients. Elle est plutôt centrée sur ce qui se passe à l'intérieur du psychisme des personnes. Le courant cognitivo-comportemental parle de manipulateur, mettant l'accent sur les manœuvres comportementales et relationnelles. Il est plutôt centré sur ce qui est apparent, sur ce qui se voit, le comportement et la relation. La psychanalyse parle de pervers narcissique, de prédateur et de proie. Le courant cognitivo-comportemental parle de manipulateur. Pour ma part, intégrant dans les racines de ma pensée et de ma formation de psychothérapeute ces deux courants, mais aussi le courant humaniste, l'analyse transactionnelle et la somato-psychopédagogie, je prendrai résolument, après plus de 25 ans de pratique, le parti de l'intégration, cherchant à cerner au plus près et le plus clairement possible le phénomène dont nous parlons, afin de vous en rendre compte. La relation d'emprise est un type de relation très particulier, mis en place par les pervers narcissiques. Nous commencerons par décrire cette relation en nous appuyant sur de nombreux exemples, parce que c'est par elle que nous commençons à nous poser des questions. C'est en effet souvent la première alerte, une relation difficile, qui fait qu'on va de plus en plus mal et que l'on ne parvient pas à s'en sortir. Si toutes les relations difficiles ne comportent pas un partenaire pervers, tant s'en faut et heureusement, il convient toutefois de repérer les relations d'emprise pour leur pouvoir sournoisement destructeur. La relation d'emprise est souvent le premier signe permettant de reconnaître la présence du pervers narcissique. Il m'est arrivé plus d'une fois de recevoir des personnes qui me disaient avoir besoin d'aide. Peu à peu, quand elles m'exposaient le contexte de leur vie, je me rendais compte qu'elles étaient happées dans une relation hautement toxique qui les détruisait à bas bruit, et que là résidait en grande partie l'origine de leur souffrance. La plupart du temps, elles ne l'avaient pas clairement identifié, et elles s'accusaient de tous les torts. Pour commencer à cerner la relation d'emprise, nous allons faire la connaissance de personnes qui y sont happées. Elles sont réelles, bien que les détails permettant de les identifier aient été changés. J'ai recueilli le témoignage de la plupart d'entre elles au cours des séances de psychothérapie que je conduis. Pour les autres, j'ai été amenée à connaître leur histoire au fil de la vie. Je multiplierai les exemples dans ce chapitre afin que nous puissions nous mettre dans l'ambiance, comprendre par l'exemple avant d'aborder des explications plus fournies. L'identification d'une personnalité perverse narcissique se fait par la pensée, mais elle commence par un ressenti. On perçoit un malaise, on identifie un inconfort. Ensuite, le travail de pensée plus construit commence. Louise a 73 ans. Elle est mariée à Georges depuis 50 ans. Ils ont une grande maison avec un jardin que Louise aime beaucoup. Pour des raisons de gestion de patrimoine et de transmission d'héritage, Georges décide qu'il faut vendre la maison et acheter un appartement. Louise en a le cœur brisé. Elle aime cet endroit et ses petits-enfants qui comptent beaucoup pour elle y ont laissé beaucoup de souvenirs auxquels ils tiennent. Et puis à son âge, déménager est une épreuve dont elle se passerait bien. Mais Georges ne demande pas son avis à Louise. D'ailleurs, Louise a perdu l'habitude de le donner car il n'en tient jamais compte. Souvent même, il le ridiculise d'un mot cinglant. En séance, elle se critique d'être attachée à ce point à la maison. Ils vont visiter des appartements. Certains d'entre eux plaisent à Louise, mais c'est celui qui a la préférence de Georges qui est retenu. Méprisant les critères de confort, de calme et de lumière de Louise, il choisit celui qui assoit une image de richesse et de prestige, bien qu'il soit bruyant, en pleine ville, sombre et difficile à meubler. Louise consent, avec l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, cherchant à se convaincre que ces critères à elle sont de peu d'importance.
Pour le déménagement, Louise fait des cartons qui sont systématiquement défaits et réarrangés par Georges. Elle suffoque de rage et de désespoir quand elle raconte cela et commente « Il fait comme si je n'étais même pas capable de faire correctement des cartons. » Elle jette des livres, elle qui les aime tant, parce que Georges a dit qu'il n'y aura pas de place pour des bibliothèques. Des livres et des meubles qu'elle aime, souvenirs de sa famille. Elle sait bien qu'il faudra en priorité installer le mobilier familial de Georges, lourd, pompeux, qu'elle déteste. Il faut aussi, selon Georges, refaire la cuisine avant l'emménagement, à prix d'or, alors qu'il est parcimonieux pour les dépenses courantes. Il faut que tout cela soit visiblement coûteux et chic, selon lui. Bien que ce soit Louise qui y passe le plus de temps, il choisit tout, en particulier des équipements électroménagers compliqués et chers. Louise a du mal à apprivoiser ses appareils, mais peu importe, c'est ceux-là qui seront commandés et installés. Louise vit aujourd'hui dans un appartement qu'elle n'aime pas et cuisine dans un laboratoire inconfortable où elle ne trouve pas ses marques. Elle n'a pas été consultée et a faiblement exprimé sa réticence. Elle est malheureuse et se trouve trop compliquée et exigeante au vu du luxe dans lequel elle vit. Elle dit « Tout cela est de ma faute, je suis pénible et ridicule, j'ai tout pour être heureuse. » Parfois, elle évoque à mots à peine couverts son envie d'en finir avec la vie. Louise vit dans une relation d'emprise. Annette a 16 ans. Elle est amie avec Augustine, qu'elle admire énormément. Augustine se fait souvent valoir au détriment d'Annette, se servant d'elle comme d'un objet de comparaison pour se hausser du col. Annette se croit vilaine et grosse. Qu'Augustine l'admette dans son sillage lui semble relever du miracle. Elle acquiesce aux propos dévalorisants plus ou moins subtils qu'émet Augustine à son sujet. Lors d'une soirée, le plus beau garçon de l'assemblée, celui qui fait tourner toutes les têtes, s'intéresse à Annette et la courtise. Annette croit que cela va fâcher Augustine et se détourne alors que le garçon lui plaît. Quand elle me raconte cette histoire, Annette a 40 ans, mais la blessure est encore vive et la piètre opinion qu'elle a d'elle-même n'a pas beaucoup changé. Annette a été dans une relation d'emprise dont la trace est encore perceptible aujourd'hui. Philippe travaille dans une PME d'import-export. Robert, le patron, est un personnage orgueilleux, colérique et régulièrement insultant avec ses collaborateurs. Il s'enquiert de leur vie privée, pose à ce propos des questions indiscrètes à brûle-pourpoint, puis utilise ce qu'il sait pour médire d'eux ou pour leur demander ce qu'il sait qu'ils ne pourront pas refuser. Il gère sa PME non en fonction des compétences de ses employés, mais de la relation de soumission servile qu'ils ont avec lui. Il embauche et il licencie à la tête du client sans se soucier de l'aspect humain de ses actes. Il prend parfois des décisions qui semblent absurdes en fonction de ses humeurs et de ses têtes du moment. Il est imprévisible et peut mettre l'entreprise en danger. Il apparaît à des réunions où sa présence n'est pas utile et y passe beaucoup de temps à raconter ses vacances, forcément prestigieuses, ses voyages, forcément lointains, ses hauts faits. Philippe résume la situation en disant que ses collègues semblent parfois hésiter à aller aux toilettes sans l'accord de leur patron. Lui résiste et se livre peu au plan personnel. S'il refuse de se laisser séduire, le caractère imprévisible et irrationnel de Robert, sa propension à se mêler de tout et à entraver les ordres du jour, l'épuise. Philippe, qui aimait son job et qui a développé une grande expertise, se démotive peu à peu et songe à changer de métier. Robert installe avec ses collaborateurs une relation d'emprise. Si Philippe y résiste en partie, il en sent néanmoins les effets délétères. Agnès a 40 ans et elle vit seule avec ses 2 enfants après son divorce. Sa maison se situe non loin de celle de ses parents. Ils viennent souvent chez elle et entrent sans prévenir, sans même frapper ni sonner, qu'elle y soit ou pas, parce qu'ils ont les clés. Sous le prétexte d'apporter du linge repassé, sa mère insiste pour repasser son linge.